در نهایت واقعیت حکم من این است که باید 6 سال درون زندان بمانم. من در این 6 سال با خیال خود و به امید تحقق آرزوهایم زنده خواهم ماند. امیدوارم همکاران فیلمسازم در تمامی نقاط این کره خاکی در این 6 سال خالق آثاری باشند که پس از بازگشت از زندان انگیزه زندگی در دنیای خیال آنها را داشته باشند. En définitive, la réalité de ma sentence est que je dois passer 6 ans en prison. Je vais vivre pendant ces 6 prochaines années dans l'espoir de voir mes rêves devenir réalité. Je souhaite que mes confrères des 4 coins du monde réalisent de grands films, de sorte que lorsque je sortirai de prison, je sois inspirée pour continuer à vivre dans le monde qu'ils ont rêvé dans leurs films. پس از این لحظه به بعد مجبورم برای 20 سال سکوت کنم. مجبورم نبینم، مجبورم نیندیشم و مجبورم فیلم نسازم. به واقعیت زندان و زندانبان تن میسپارم تا شاید آرزوهایم را روزگاری در خیال شما بیابم آنچه را که از من دریغ کردم. À partir d'aujourd'hui, et pour les 20 années à venir, je suis contraint au silence. On m'oblige à ne pas voir, on m'oblige à ne pas penser, on m'oblige à ne pas faire de film. Je me soumets à la réalité de la captivité et des geôliers. Je chercherai la manifestation de mes rêves dans vos films, espérant y trouver ce dont on m'a dépossédé. Jafar Panahi. همراه سالماز غلامی. سالماز غلامی. سلام خانم. شما خوبه؟ من شما هم پس ناشه بابا. قدم نابسید مبارک باشه. بهتون تبریک میگم. بچه‌تون دختره. بله دختره دختر خوشگله. Et la deuxième, c'est que le débat a lieu en sous-sol en sortant de la salle. Donc vous sortez, vous montez l'escalier et juste en sous-sol, il y aura un débat avec Madame Naravandi, Émile Franck et le modérateur sera Philippe Hensman d'Amnesty International. Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, je pense que chaque fois on est assez impressionné par ce cercle en fait, hein, puisqu'on commence par voir une sorte de guichet où on appelle une jeune femme, où on demande qui est de sa famille, et à la fin c'est de nouveau elle qu'on vient demander devant un autre guichet qui est celui d'une prison. Et bien voilà, donc je pense que nous avons la chance d'avoir des invités qui connaissent bien la situation des droits humains en Iran, et je vais les inviter à dire quelques mots éventuellement, et puis après ils répondront aux questions que vous voudrez bien leur poser. Vous levez la main, je vous passerai un micro, mais d'abord je vais passer la parole à Madame Firouzeh Nahavandi, si elle veut dire quelques mots sur les droits humains en Iran. C'est pas très compliqué de parler des droits humains en Iran, il n'y en a pas, c'est simple. Donc la situation se résume à cela, mais je voudrais juste quand même dire, parce que c'est pas la première fois que je vois le film, qu'à chaque fois, c'était ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, à chaque fois il y a des détails que l'on n'a peut-être pas remarqué auparavant et que l'on remarque, et que selon l'état où l'on est, on a plus ou moins la nausée, et ce soir j'ai encore plus la nausée que d'habitude. Voilà. Émile, un petit mot? Ben oui, je vais envoyer sur ce que vient de dire Firouzeh sur la nausée, et je pense que la nausée s'ajoute maintenant pour tenter, c'est que il y a la révolution arabe qui a lieu pour le moment, mais en même temps, il faut savoir que
la violation des droits humains en Iran continue, et les droits de la femme aussi. Et la nausée continue, et bizarrement, c'est vrai que ce qui se passe depuis 2 mois dans le monde arabe est inattendu, mais la nausée, elle continue maintenant en Iran, et assez bizarrement, elle n'est pas mise sous le feu des médias. C'est ce que je voulais surtout dire maintenant. Une question avant de passer la parole à la salle. Malgré tout, malgré cette oppression, malgré ces contrôles permanents, hein, ce sont les gardiens de la révolution, voilà. Oui, ce contrôle permanent, il faut des papiers d'identité pour tout. Malgré tout, les gens survivent. Survivre, c'est peut-être le bon terme, mais comment font-elles toutes ces femmes pour arriver à malgré tout rester là et mener leur vie quand même? Je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés qui sont dans des situations extrêmes. C'est que malgré tout, les gens essayent de survivre parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix. Et il y a un élément qui a ces caractéristiques de l'Iran, c'est une société, c'est surtout un État et un régime qui se veut totalitaire, mais qui n'a peut-être pas totalement les moyens de sa politique. Et donc, c'est au quotidien que les gens essayent de s'en sortir, de trouver des voies de sortie, de vivre malgré tout dans ce que on pourrait appeler tout simplement la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a un dedans, il y a un extérieur, et les gens sont continuellement, et en particulier les femmes, balancées entre l'intérieur, l'extérieur, le permis, le non-permis, l'interdit. Et donc ils essayent de jouer entre tout cela pour survivre. C'est une stratégie qu'ils mettent en place et qu'ils ont mis en place. Ont eu lieu ces manifestations, on disait, j'entendais autour de moi, ça c'est vraiment ce qui peut se passer en Iran, ça n'aura jamais lieu dans un pays arabe. On a vu que l'histoire... Non, c'est pas l'inverse, c'est que les Iraniens ont été réprimés et que la communauté internationale, si elle a essayé éventuellement de soutenir ce mouvement, n'a pas réussi, ou en tout cas n'a pas fait la même chose qu'elle fait pour les pays arabes. Donc, et on voit aussi que la répression est nettement plus différente. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la situation économique de l'Iran, c'est une situation qui est assez proche de ce qui se passe dans les autres pays, dans le sens où nous avons un pays pétrolier. Nous avons, enfin ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la Tunisie ou du Maroc, mais on a un pays qui a des revenus qui ne sont peut-être pas à la mesure, encore une fois, de ses ambitions, mais qui sont des revenus confisqués, qui sont des revenus qui sont distribués à une clientèle et qui ne bénéficient pas ou qui ne sont pas à la base de création de richesses, de travail ou d'autres choses pour la majorité de la population. Et quand on regarde les indicateurs, eh bien, la différence de revenus, la distribution des revenus en Iran est extrêmement inégalitaire, comme l'est d'ailleurs la situation, enfin la différence entre les hommes et les femmes. Donc effectivement, nous ne sommes pas dans un pays où la situation économique est très favorable. Je voulais juste ajouter ceci, c'est que je pense qu'en Iran, enfin je suis iranienne donc je me permets, je pense que la révolution au départ c'est une révolution pour la liberté. Il y a énormément de jeunes dans les rues et c'est surtout pour pouvoir s'exprimer, ce qui n'ont pas le droit. Et je ne pense pas que c'est une révolution économique. Même si l'économie intervient, je pense que c'est une vraie révolution pour la liberté des gens. J'ai régulièrement, je vous parlais de la coordinatrice Yémen, une petite iranienne qui vient d'arriver en 2009. Les jeunes Iraniens sont particulièrement dit on a l'impression ici qu'on est plutôt des arriérés. En réalité, ils ont tout le système, mais ils ont tout le système répressif derrière aussi. Alors simplement, je cite une anecdote où j'étais aux Beaux-Arts début 2010, et il y avait une jeune iranienne qui était venue là, qui allait retourner.
Et en fait, on venait de sortir un rapport Amnesty avec la photo sur la place centrale de Téhéran avec le symbole de la liberté. Et elle me dit, mais regarde mon GSM, regarde, j'ai pris la même photo, j'étais à la manif. Et je dis, t'es pas impressionné par la police qui devait être à l'intérieur? Elle me dit, j'ose pas te le dire, mais vous êtes tous des imbéciles en Europe. En fait, qu'est-ce que je fais pour pouvoir prendre la photo? Je fais semblant de téléphoner, je pousse le bouton, je fais la photo. Et la jeunesse est très active, elle fonctionne comme ça partout. Je parle de Téhéran, mais c'est aussi voilà, à Shiraz, à Ispahan, à Ma'abad, partout. Mais malheureusement, c'est la vie de tous les jours. Et il faut savoir que les jeunes, en général, n'ont connu que un République islamique. Consommation. C'est un ensemble de libertés, et quand je dis liberté, d'avoir accès à la consommation, parce que nous sommes face à une population qui est éduquée, qui a accès à de l'information, et elle voudrait aussi avoir sa part de gâteau de ce qu'est l'argent du pétrole aussi. Et donc effectivement, nous sommes dans des situations où suicide, prostitution, comportement extrême, drogue, il y a toutes sortes de comportements déviants, uniquement aussi parce que cette population est quand même maintenue sous une chape de plomb, en dépit de tout ce qu'elle peut faire pour y échapper. Et les villes, ou entre les différentes régions, parce que ce qu'on a vu, c'est la capitale, si je me trompe. Hein, mais est-ce qu'on peut parler d'un statut unique ou on parle des étudiants en ville? Est-ce que le taux de scolarité, par exemple, est le même dans les différentes régions? Ou est-ce qu'il y a des grandes variations entre la campagne et la ville, par exemple? Mais, au niveau de l'alphabétisation, ça se rapproche, mais il faut savoir que qu'on vient de dire, effectivement, dans les campagnes, et ce que Férouz disait tout à l'heure, c'est que la vente d'enfants se fait de la campagne vers la ville. C'est-à-dire que quand on vend ici un petit garçon, on le vend vers la ville pour l'utiliser vers la ville. La campagne, les gens qui vivent à la campagne gagnent moins bien leur vie. Donc, conclusion, c'est surtout à l'intérieur des campagnes qu'on vend, entre guillemets, les petits-enfants vers les grandes villes, que ce soit Téhéran, Ispahan ou Shiraz. Donc ça fonctionne effectivement dans ce sens-là. Ceci étant dit, il y avait aussi dans le film qui se présentait au Beaux-Arts, un film documentaire, ce qui se passe très souvent, c'est que dans les campagnes, on envoie ceux qui ont la possibilité, envoient leurs enfants vers les grandes villes pour pouvoir, que ce soit filles ou garçons, pouvoir faire leurs études supérieures. Et puis, après, ce qui se passe, et surtout au niveau des filles, les études supérieures se terminent, et puis on retourne vers sa région. Il y a un film documentaire dont j'ai oublié le nom, qui était passé aux Beaux-Arts l'année passée, il explique bien ça. Bon, il y avait trois jeunes filles, dont une est venue aux Beaux-Arts l'année passée. Dans les trois, on voyait bien qu'il y en avait une qui allait rentrer dans, entre guillemets, le circuit classique, c'est-à-dire elle allait rester à la maison, puis c'était fini. Et il y en a une qui se tasait un peu, et la troisième, elle était avec nous à Bruxelles, quoi. Elle dit, je rentre pour pouvoir continuer, faire des études et revenir sur Téhéran, alors qu'elle était originaire de l'île de Kish, qui est dans le sud de l'Iran. Donc, voilà un petit peu. Et alors, c'est toujours beaucoup plus sournois en Iran que dans les pays comme la Chine ou l'Inde, quoi. C'est comme ça, c'est malheureusement comme ça, mais c'est la sournoiserie, c'est le règne de la sournoiserie. D'Amnesty International en faveur de prisonniers iraniens, et nous avons aussi 2 pétitions en ligne à signer pour Panahi, pour essayer de faire pression pour le libérer. Il faut savoir que quand des artistes ont été enfermés, comme les frères Moustache en Birmanie par exemple, la pression internationale a permis de les libérer. Donc c'est vraiment important de pouvoir signer si vous en avez l'occasion. Et enfin, dernière annonce, j'espère vous voir aux autres films bien entendu. Je remercie tous les orateurs et je voulais peut-être donner la